Lisez les messages de Donald Trump. C'est quand même pas de très bon augure pour Volodymyr Zelensky. En fait, je pense qu'on va assister à des scènes formidables où on verra la résistance ukrainienne incarnée par Zelensky face à la pression de Trump. Et j'ai envie de dire, on a l'impression que c'est déjà plié d'avance, qu'il n'y a rien à faire, vous n'avez pas de carte, ils sont tellement puissants. Et j'avais un peu l'analogie en tête, un peu le 22 février, quand on disait il y a l'armée russe, ils sont déjà à les 60 km de chars, et que Kiev tombera, en fait. Et je me souviens à l'époque, j'étais en mission à Bamako, j'étais la seule à dire, c'est pas possible, Kiev ne tombera pas. Mais tout le monde me regardait un peu comme illuminé, mais vous ne pouvez pas résister, vous voyez, c'est les chars russes et tout. Au final, on a vu quand même qu'il y a eu cette résistance. Donc, c'est un peu par analogie. Il y a cette pression quand même extrême que Trump met à travers ses messages et à travers avec toute son équipe. Malheureusement, ils mettent cette pression sur le pays qui se défend pour le droit d'exister, au lieu de mettre la pression sur l'agresseur, en fait. Oui, bien sûr. Et d'après vous, ça veut dire que Volodymyr Zelensky a de quoi nous surprendre ce soir? Oui, je pense qu'il est bien mieux préparé qu'en février. Mais déjà, et je voulais rebondir aussi sur la mentalité. Est-ce qu'on ne sait pas, agent, opérateur de KGB ou pas, même sans ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on parle, nous, en théorie un peu de gouvernance, qu'il y a une mentalité de management prédatrice ou qui est axée sur le développement. En fait, ce qui ressemble Trump et Poutine, c'est qu'ils sont tous les deux prédateurs dans la tête. On se souvient, Trump, quand il a commencé à parler de Groenland, de Canada, annexé et tout ça. Donc, Trump, s'il était dans le contexte comme Poutine, où il a les mains libres, il ferait exactement la même chose, en fait. Donc, et en face, on a Zelensky qui, pour lui, il fait de la politique avec, quand même, en se souciant de l'aspect humain des choses. Il parle toujours en premier des enfants kidnappés, en fait, des échanges de prisonniers et tout ça. En fait. Donc, on a là la confrontation de deux mondes. Et c'est très intéressant à observer si on fait un peu un regard un peu, on se soulève en fait, parce que je pense que si on regarde vraiment dans qui a dit quoi et la réponse et tout ça, on a l'impression encore une fois que c'est plié. Maintenant, c'est pas plié, je pense. Et ça va se jouer ce soir. Vous continuez votre propos? C'est cette tentative, avec imposante de Donald Trump de mettre la pression sur l'Ukraine qui se défend au lieu de mettre la pression sur l'agresseur et essayer maintenant de dire à Zelensky, c'est à prendre ou à laisser, ça dépend que de toi, la paix, l'accord de paix et tout, sachant que quand la Russie parle de paix, ça veut dire capitulation pour l'Ukraine, parce que la liste des revendications, quand on a vu qu'ils sont revenus sur la langue russe, sur l'Église orthodoxe, sur tout un tas de choses, de facto, c'est ce que l'Ukraine entend depuis 2022, en fait. Ils n'ont changé rien du tout. Donc pour eux, pour Poutine, un accord de paix, c'est vous cochez toutes les cases et vous signez et vous rendez votre souveraineté. Donc ça, c'est inacceptable, en fait, pour Zelensky et pour l'Ukraine. Par contre, effectivement, le risque, c'est que du coup, on retourne la situation pour dire tu n'acceptes pas, tu capitules pas, c'est vous les belligérants, en fait, au lieu de reconnaître. C'est un peu ce que sous-entend avec le respect quand même. Tout à fait. Donc effectivement, je voulais juste revenir sur un point quand même, parce que c'est important pour ensuite rebondir sur les échanges de territoire. Il faut quand même garder en tête que quand on voit ces régions occupées qu'on avait vu sur la carte tout à l'heure, ça fait depuis 2014 en fait, qu'ils sont sur le Donetsk et Luhansk, et que ils n'ont jamais réussi dans 2014-2025, ça fait 11 ans et quelques mois maintenant. Et c'est super important de comprendre que les dernières 2 années et 9 mois, donc un peu moins de 3 ans, les Russes ont pris 1% du territoire. Donc effectivement, ils ont occupé un peu plus parce qu'ils ont pris au dépourvu l'armée ukrainienne entre février 2022 jusqu'à l'automne à peu près, et ensuite. Donc les Ukrainiens ont pu repousser aussi. Il y a eu des reconquêtes ukrainiennes. Il y a eu des reconquêtes sur le Kherson et tout ça. Et ensuite, ça a bougé de 1%. Donc pourquoi est-ce qu'on va exiger aujourd'hui de l'Ukraine de capituler en fait? C'est ce que les Européens vont dire. Donc, essayer de convaincre Donald Trump sur ça. Et la position de Zelensky, en fait, il a dit clairement dès samedi, dès le lendemain du sommet d'Alaska, c'est que il y aura pas de retrait de l'armée pour donner cadeau 30% de Donbass. Ils n'ont pas été capables de le prendre en 11 ans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va le rendre?
et que les échanges de territoire, c'est inacceptable. Il a parlé de la Constitution, mais il sait très bien que même si demain on fait un référendum, les Ukrainiens ne sont pas pour ça, parce que les sondages aujourd'hui disent que les 2/3 d'Ukrainiens sont pour un accord, effectivement, mais sans échange de territoire. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut quand même garder en tête que quand la Russie a annexé la Crimée et ils ont occupé la partie de Donbass depuis 2014, donc ils ont déjà eu une grande partie du territoire, mais c'est devenu en place d'armes, en fait. Ça ne les a pas empêchés de revenir et agresser encore. Mais c'est ça. Donc, je pense que, dernier élément, la position de Zelensky, telle qu'elle est comprise aujourd'hui par l'Ukraine et par son entourage, et j'ai regardé les médias ukrainiens aussi ce matin très tôt, c'est qu'il va d'une part demander à ce qu'on gèle sur la ligne de front, dire ok, on acte ça, et ensuite il va refuser de négocier sous pression. Il va demander effectivement la rencontre tripartite et puis tout ça, mais il va pas se plier. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la résistance ukrainienne, ça sera intéressant à observer. Il ne va pas se plier, et en plus appuyé par la délégation XXL, comme elle a été nommée, européenne. À mon avis, on aura des décisions d'autres. Oui, je pense que c'est pas plié, et ni l'Ukraine ni l'Europe n'ont pas dit leur dernier mot. Crainte quand même, la crainte des Russes que tous les efforts de vendredi soient sabotés par notamment cette rencontre avec les Européens tout à l'heure. Tout à fait. Ce qu'avait dit Vladimir Poutine dans la conférence de presse après la rencontre en Alaska, c'était surtout que, d'une part, la Russie était prête à assurer les garanties de sécurité en Ukraine. Oui. Le monde à l'envers, la rhétorique inversée, la perversité, en fait, à te dire l'agresseur va assurer ta sécurité quand tu es victime. Et surtout qu'il espérait que ni Kiev ni les Européens n'allaient pas se poser un obstacle, en fait, à cet accord de paix. Donc, l'obstacle, c'est quoi? Parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est l'impérialisme. Il voudrait récupérer, en fait, les mêmes territoires sur lesquels ils avaient de l'influence au moment de l'Union soviétique, en fait. Et donc, qui c'est l'obstacle? C'est Kiev et les Ukrainiens. Et c'est sûr que c'est l'Europe, parce qu'on ne va pas le laisser reprendre les 10 pays de l'Europe de l'Est qui étaient avant sous l'influence russe, en fait. Donc c'est vrai que l'enjeu de la rencontre donc des Européens et de Zelensky aujourd'hui à Washington, c'est de rappeler les faits, et ça a été fait dans les déclarations d'Emmanuel Macron hier aussi, pour dire sur les 30 dernières années, la Russie a montré une grande capacité à signer des papiers, des accords de paix ou des traités qui n'ont pas respecté. Ensuite, Zelensky rappelait aussi sur les cessez-le-feu. Il y a eu au moins une vingtaine de cessez-le-feu depuis 2014 entre la Russie et l'Ukraine qui ont tous été violés par la Russie. Et donc de rappeler encore que cette menace, en fait, donc elle est toujours là, elle ne disparaît pas, et de demander effectivement à Donald Trump de être un peu plus ferme aussi par rapport au pays agresseur. Et non pas, je pense que voilà, il sera obligé. Il a vu l'intransigeance russe vendredi dernier, et aujourd'hui, il faudra que Donald Trump prenne acte du fait que l'Ukraine et l'Europe ne vont pas lâcher. Maintenant, deux scénarios. Soit il s'énerve et il dit alors j'en ai marre et je veux pas être votre médiateur, mais j'y crois pas, parce que j'ai eu l'impression qu'il était un peu mordu par ce qui s'est passé en Alaska, et que maintenant il aimerait bien quand même aboutir à un accord. Maintenant, s'il veut dire je sors, je pense que le businessman en lui va quand même rester agile, et il va rester sur un deal pour dire ok, alors nous on acheter les armes, donc nous on va plus dépenser de l'argent, mais si les Européens ont dit que dans tous les cas ils vont continuer à soutenir financièrement et militairement l'Ukraine, donc il va rester sur la posture de marchand d'armes. Et il faut un dernier chiffre, en fait, qui va dans le sens que c'est pas vraiment plié, encore une fois, parce que l'opinion publique américaine, qui était à 20%, à peu près autour de 20% au printemps, qui était d'accord avec le soutien à l'Ukraine, aujourd'hui il y a plus de 50%, en fait. Il y a eu un changement spectaculaire. Mais tout était à l'avantage du président russe. C'est sûr que pour eux, dans la tête, ça a explosé, quoi, en fait. Moi, j'avais dit, ils vont boire beaucoup de vodka parce que ça nourrissait vraiment ce sentiment. Il y a un problème quand même de
paranoïa, de sentiment d'infériorité où ils veulent à tout prix se montrer qu'ils sont au même niveau et ce sont les grandes puissances, comme au XXe siècle, en fait, où c'était l'Union soviétique. Est-ce que c'est une grande puissance, la Russie, aujourd'hui? Non, c'est ça, notamment c'est vers ça que je voulais venir, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ils ont un grand territoire et ils ont hérité de l'armement nucléaire et ils ont en plus désarmé l'Ukraine, donc parce qu'en 1994, l'Ukraine a renoncé à cet arsenal nucléaire, en fait. Mais au-delà de ça, c'est une économie, la Russie pèse moins de 2% en PIB nominal au niveau mondial, en fait, comparativement aux États-Unis, c'est 13 fois plus. L'Europe, et les G7, en fait, et l'Europe, c'est 55%, en fait. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Quel poids tu fais? 2%, 55%, en fait. Donc, par contre, c'est sûr que c'est dans la tête de Poutine, c'est sa mission de vie, en fait, aujourd'hui, de restaurer, de revenir dans le passé, de restaurer, de refaire de la Russie l'ex-URSS, il voudrait même remonter à la Russie tsariste et donc de nous faire retourner vivre au XXe siècle et reprendre cette histoire. Sauf que, comme on a dit, c'est pas une grande puissance et c'est sûr que tant qu'on n'a pas changé de paradigme en disant la Russie ne peut pas gagner la guerre, au lieu de, il faudrait dire la Russie doit perdre cette guerre parce que c'est seulement à ce moment-là que la menace va disparaître et pour l'Ukraine et pour l'Europe. Et par contre, bien sûr, comme rétorque, oui, mais c'est un pays nucléaire et la Russie ne peut pas perdre la guerre. Et par contre, je ne suis pas d'accord, parce que, rappelez-nous, il y a quand même un pays nucléaire qui n'existait pas, en fait, lequel c'était l'Union soviétique, qui était un pays nucléaire, qui est un pays qui a disparu de la carte du monde, et que, comment ça s'est passé? Par un effondrement intérieur. Et donc, il y a beaucoup d'analystes aujourd'hui en Ukraine et en Europe qui considèrent que, de facto, le sort qui attend la Russie, c'est un effondrement intérieur. Cette guerre va effectivement faire revenir, c'est-à-dire doubler le destin de l'URSS, mais pas dans le sens que veut Poutine, en fait, de revenir la grande puissance, mais notamment d'éclater avec ces territoires qui demandent de l'autonomie. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller chercher la fin de la guerre et faire en sorte que la paix en Europe et la sécurité en Europe ne soient plus menacées par la Russie. Oui, de multiples manières. Notamment pour soutenir cette position. D'une part, l'armée ukrainienne et puis les chiffres que je disais tout à l'heure, répéter quand même parce que pour les téléspectateurs, parce que je pense que ça n'a pas été souvent souligné, c'est que depuis novembre 2022, la Russie qui détenait 109 000 km², donc 18% du territoire, et en août 2025, la Russie détient 115 000 km², 19% du territoire. Et ça, c'est les chiffres de Deep State et toutes les institutions qui suivent, en fait. C'est fiable. Donc, pourquoi il va lâcher maintenant? Pourquoi? Donc, il n'y a aucune raison. Donc, deux alliés, ça, d'une part, et puis le fait que la délégation européenne XXL, comme on l'a appelé, cet électrochoc européen, en fait, donc effectivement, qui a démarré, comme on l'avait dit, le lendemain de cette fameuse scène dans le bureau ovale, en fait, ça a servi malheureusement, donc parce que ça a réveillé, c'était vraiment le choc. On a compris en Europe que oui, on peut plus compter sur les États-Unis pour assurer notre sécurité et défense et tout. Et donc c'est vrai que le discours ambiant c'est un peu catastrophique, un peu oui, il y a pression. Zelensky est sous pression, il sera sous pression. Et alors j'ai envie de dire, est-ce que ces pressions sont plus fortes que les pressions qu'on vit, que les Ukrainiens ont, auxquelles ils font face depuis le 24 février 2022. Ils ont vu pire que ça, en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sa position, c'est factuelle, lucide, en force, avec le soutien, effectivement, avec cette coalition de volontaires qui est en place, avec la possibilité aussi d'avoir des mécanismes de garantie de sécurité similaires à l'article 5 de l'OTAN, sans parler de l'OTAN, sans l'adhésion à l'OTAN, mais de facto mettre sur la table des choses identiques, en fait. Donc, tout ça, on a vu quand même la position des Américaines qui a bougé aussi là-dessus. J.D. Vance, qui, la semaine dernière, a participé à la réunion pendant le sommet virtuel de Berlin, en fait, entre les Européens et les Américains. Il y a eu une partie, un temps dédié à la coalition des volontaires, et J.D. Vance participait au nom des US, en fait. Donc, il y a quand même des signes qui vont dans le bon sens, entre guillemets, pour dire, OK, on doit aider à défendre. Il n'arrive pas du tout dans la même position, Volodymyr Zelensky, ce soir.